Salut à tous. Et ben on change de générique. Bonjour et bienvenue dans Beats, épisode numéro 140. Et bonne année! Exactement. Bonne année à vous. Et qui dit nouvelle année dit CES. CES 2020 du coup, puisque nous sommes en 2020. Ah merde. Eh ben oui, Déjà. vraiment. Le CES 2019 c'était l'année dernière, les gars. Ah, ok. Il fallait venir l'année dernière. Et donc on fait un peu une spéciale CES avec tout ce qui a été annoncé jusque-là, parce qu'il y a encore des choses à découvrir dans les jours qui viennent, hein, évidemment. Mais voilà. Bonsoir à la chatroom, pour ceux qui nous suivent en direct, évidemment. Et si vous nous suivez en replay, eh bien, bonsoir à vous aussi, ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous nous regardez. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour réagir à l'émission, ça nous fait plaisir. Et si vous nous regardez en podcast, oui, parce que cette émission est aussi disponible en podcast, de temps en temps, n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi sur iTunes. Bon, iTunes ou autre, hein, d'ailleurs. Je dis iTunes, mais je crois qu'il n'y a que sur iTunes qu'on laisse des commentaires. Enfin bref. Du coup, ce soir, pour présenter cette émission, nous avons Bertrand tout au bout à droite. Bonsoir. Voilà, Christophe. Yo. Et moi-même, Cédric, du coup. Je vous propose qu'on démarre tout de suite sans plus attendre avec du wearable, comme on dit. Du wearable, mais qui va un peu plus loin cette fois. Hein, Ouais. parce que là, on est en mode je mesure le taux de glycémie en temps réel. Ça déconne pas. Et c'est français. Exactement. Une start-up française qui s'appelle PK Vitality, donc PK Vitality. qui a levé là un bon financement, 2,25 millions d'euros quand même, Pas mal. pour arriver maintenant à se développer davantage et arriver à commercialiser en fait une solution. Donc il y a tous les essais cliniques et tout ça, parce qu'on est quand même sur du wearable oui. avec de la santé. Exactement. Et donc ils ont une montre qui s'appelle la K-Watch. Donc je vous ai mis un petit visuel. Donc c'est pas forcément le visuel que l'on attend le plus sur cette montre-là, mais c'est surtout le fait qu'elle arrive à déterminer la glycémie de son utilisateur. Comment elle fait? Alors comment est-ce qu'elle fait? Eh bien tout simplement avec des petits picots en fait qui vont être au dos de la montre. Ouais. Donc là je vois de suite que tu t'inquiètes Cédric en disant mais ça va me piquer, ça va me faire saigner. Mais bien sûr. Voilà. Et non, parce que ça reste... Parce que moi j'aime pas les piqûres. Exactement, donc ça ne rentre pas profondément en fait dans la peau, c'est vraiment juste au-dessus, c'est la partie supérieure de notre épiderme, Ok. et ça touche pas donc la partie avec les nerfs mécaniques. Donc ainsi il n'y a pas de douleur, et elle va mesurer la concentration de glucose en fait, et elle va comme ça vous la restituer sur ce type de... avec une petite application qui va être liée. Sur un vieux Samsung Galaxy S3. C'est ce que j'allais dire. Par contre là les gars, ouais ça c'est... Bah, c'est pour aller avec le design daté de la montre en fait. Ouais, bon après le design de la montre c'est un appareil médical, souvent tu les vois les appareils comme ça, ils sont pas... c'est pas très grave, mais franchement mettre ça sur un vieux Android... Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il mesure donc le glucose, non pas en analysant le sang, parce qu'effectivement, elle n'arrive pas jusqu'au sang avec ses petits picots. Par contre, c'est genre la transpiration, c'est un peu technique. Voilà, c'est une réaction chimique produite au contact avec le liquide interstitiel. Voilà. D'accord. Donc ensuite, si on regarde après, hop, elle va pouvoir nous mettre une petite alerte pour nous dire attention, tu es dans la zone rouge ou par excès, donc hypoglycémie par exemple. Ouais. Et elle va pouvoir comme ça alerter et prévenir en fait l'utilisateur de la montre, qui va pouvoir avoir toutes les informations qui s'affichent en temps réel. Donc ça fait quand même un petit moment qu'on en entend parler. On en entend parler également au niveau d'Apple en se disant mais Apple, est-ce que ça serait pas le next big thing exactement qui va sortir? Et en fait c'est une start-up française qui l'a sorti en premier. D'accord, mais du coup quand on nous pose la question, il y a un consommable? C'est-à-dire un consommable. Les petits trucs qui sont derrière là qui piquent. Non, changer. Dans ce que je lis en tout cas, non, c'est pas le cas. Parce que là sur cette incruste, ouais. On a la sensation quand même qu'on change le dos. C'est une bonne question effectivement. Alors j'ai pas lu que il fallait le renouveler. Peut-être qu'au bout d'un certain temps il faut le renouveler, mais c'était pas précisé en tout cas. Ok. Par contre, voilà, pour tous ceux qui ont soit quelqu'un dans leur famille ou qui sont directement concernés par ça, et la mesure en tout cas de la glycémie, c'est quelque chose qui est une évolution très très forte. Ouais, moi j'avais vu ça chez une amie qui elle en fait avait carrément un truc sur elle-même, sur son ventre. Ouais. Et elle scannait avec un... Et connecté après d'ailleurs. Ouais c'est ça, en fait c'était connecté en permanence et avec le NFC même d'ailleurs du téléphone tu pouvais lire la glycémie. Ouais. Donc là, il nous parle en tout cas que le jour de la commercialisation, que ça devrait être, et le but c'est de faire comme ça accessible en matière de prix, donc ça serait une très bonne chose. Et donc ils ont fait donc un modèle préclinique et ils sont donc maintenant ils sont en train d'atteindre l'étape des premiers essais cliniques.
Ok. Donc à suivre, et j'espère que ce type de brevet-là, en tout cas, d'autres auront le même type de solution, notamment Apple avec sa Watch, parce qu'on l'attend et on attend clairement les constructeurs sur ce type de solution-là, pour vraiment faire un objet qui monitore la santé au quotidien. Ça, en fait, tous essaient d'aller là-dedans. Hein. Google aussi avec des lentilles à un moment. Enfin, il y avait les fameux projets X de Google, ils avaient bossé sur ce genre de truc. Et c'est vraiment enfin, de toute façon, c'est la maladie du siècle, j'allais dire. Mais c'est ce que j'allais dire, le diabète, oui, mais c'est une catastrophe. Donc, du coup, c'est effectivement un gros enjeu de santé. Et il y avait la rumeur d'un truc intégré à un bracelet chez Apple, un bracelet de la montre, en fait, de l'Apple Watch et tout ça. Bon, moi, j'y crois pas trop. Je crois plutôt à un nouveau modèle. Parce qu'il va bien falloir en vendre des nouveaux modèles. Et vendre juste un bracelet, c'est pas hyper intéressant. Donc ouais, en tout cas, l'idée est bonne. Hein. L'idée est bonne. Et en tout cas, je pense que c'est vraiment dans les pistes, typiquement, mais le fait d'avoir la montre et pas être juste le complément du téléphone, mais avoir aussi l'aspect santé dessus. Et puisqu'on parle de l'aspect santé de la montre, on peut continuer avec... Là, j'ai peur du confort quand même. Juste comme ça, je reviens dessus, mais le fait que ça te pique... Ça pique pas, tu le sens pas. Ouais. Ça ne va pas au nerf. Non, ça va pas au nerf. Ok, alors, le fait que ce soit dans ton bras, mais si tu bouges jamais tu bouges ta montre, ça te griffe. Ouais. J'ai un peu peur du confort. Est-ce que c'est juste une sensation d'être râpeux? Ouais, après tu verras, c'est pas censé être un tracker d'activité où tu vas bouger avec et tout ça, donc normalement, ça reste une montre, hein. Ouais, ça sert à mesurer ta glycémie. C'est un capteur, hein, c'est plus un capteur qu'une montre. Ouais, en fait, la montre, on s'en fout, c'est vraiment le prototype. Tu sens que voilà, mais c'est pas du tout un design définitif. Oui. Mais c'est de montrer que c'est intégrable plutôt dans une montre. Mais ça reste quand même le capteur qui vont tu sais, pour ceux qui souffrent de diabète, ça reste quand même beaucoup plus bien sûr, léger mieux que de par se rapport piquer, que se piquer ou avoir un implant direct. Confort extraordinaire. Mais voilà. c'est clair. Donc je pense que si c'est juste quelques petites griffures au niveau de la peau du poignet, ça passe. Ouais, mais le truc, c'est ta montre, tu l'as toute la journée. Voire plus. C'est vrai. J'ai peur, tu sais, qu'à force de l'avoir toute la journée, le truc planté dans ta peau, en plus, tu es censé l'avoir même plus que toute ta journée. Enfin, le soir, tu vas quand même l'enlever, mais je sais pas. J'ai peur que c'est vraiment... Tu vois, en plus, s'il fait chaud, tu transpires, j'en sais rien. J'ai un peu peur du fait qu'au bout d'un moment, tu te dises, ça me casse les pieds, je préfère me piquer une fois et c'est fait. Tu vois, ou 2 fois dans la journée, finalement, tu vois, que... Bon, je sais pas. Bref, à voir. Et justement, donc tu disais en parlant de smartwatch, exactement. De santé, tout trouver, de santé connectée. On a WeThings qui a sorti autre chose. Ah, dommage, le ça rentre titre, pas. Avec la ScanWatch qui détecte donc la fibrillation auriculaire et donc par extension l'apnée du sommeil. Toujours pas. Donc fibrillation auriculaire, ça parle à tout le monde, bien sûr, c'est la plus répandue des arythmies cardiaques. Qui permet de notifier l'utilisateur, donc en l'occurrence en cas de rythme cardiaque irrégulier et dépister également l'apnée du sommeil. Oui. Donc là, il faut par contre la garder forcément en dormant, de préférence. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est assez novateur sur le sujet. Et ils avaient déjà sorti la partie électrocardiogramme au niveau de WeThings. Je ne sais pas si vous avez vu cette news-là. Le CG était déjà là. Ouais. Donc c'est quand même intéressant aussi qu'ils puissent aller sur ce domaine-là, sachant qu'ils sont assez novateurs dessus. Donc après, la montre, elle propose un écran assez classique dans ce qu'ils proposent. Hein, c'est du PMOLED. Il s'affiche différentes infos. Il suffit de presser le bouton latéral. Ils sont toujours sur le mode analogique. Voilà. Exactement. À moitié analogique et Ouais. à moitié numérique pour la partie hybride, quoi. Mais c'est pas mal. Après, c'est leur form factor. Hein. Enfin, elles sont toutes comme ça. C'est leur marque. Enfin, c'est leur façon de faire, en tout cas. Moi, je trouve intéressant. Ils sont en 2 déclinaisons 38 et 42 mm. Et décliné en blanc ou noir. Donc après il y a du vert saphir, un cadre inox. Et côté autonomie, il parle de 30 jours d'autonomie, qui est le gain et l'intérêt d'avoir petite partie, en tout cas digitale dessus. Et donc avec tout le suivi derrière. Là encore, l'apnée du sommeil, je ne sais pas si ça vous parle vraiment, mais ils disent que ça toucherait 1,5 million de personnes en France. Ouais, mais c'est vrai. Et 8 sur 10 ne sont jamais détectés. Donc, parce que c'est très compliqué pour être détecté, il faut aller se faire suivre, dormir dans un lieu spécifique avec des capteurs. Enfin, voilà, spontanément, en tout cas, on va pas voir son docteur pour demander un examen et ce type de contrôle-là.
Et une personne qui fait de l'apnée du sommeil, facile à détecter, mais le sommeil, beaucoup. Et donc une personne qui fait de l'apnée du sommeil a 5 fois plus de risque de développer une maladie coronarienne. Donc c'est un vrai risque. Et donc pareil, ce type de dépistage-là, très tôt, sans effort, c'est un vrai plus que propose ce type de produit-là. Pour moi, c'est vraiment là-dedans que doivent aller tout ce qui est smartwatch ou wearable cette catégorie-là. L'aspect santé est hyper intéressant et surtout important. Si on veut aller au-delà de juste recevoir sa notification d'un like sur Instagram, sur sa montre, il y a peu d'intérêt. Les données de santé, c'est top. Et un objet comme une montre, c'est pas ultra invasif. C'est facile à porter. Et si ça peut avoir tout ce type de fonctionnalité, c'est vraiment cool. Pour le sommeil en particulier, ça marche pas trop mal. Ce qui est dommage pour l'instant, c'est qu'il faut que tu choisisses en fait. Mais là, soit tu veux checker ton cœur, ton sommeil ou ton diabète. Mais c'est là où j'ai confiance en Apple ou même Google en me disant que les montres Android Wear et les Apple Watch intégreront sans doute tout ça. Et tu te poseras pas la question. Tu feras et du sport, qui est la base aujourd'hui de ces trackers-là, les notifs, machin et tout ça, et en plus tu auras ces données de santé supplémentaires. J'ai pas de doute sur ça en fait. Après, ce qui est rassurant, c'est de voir qu'il y en a qui les sortent, qui sortent les technologies qui permettent de le faire. Donc à partir du moment où ça y est, on a la techno, bon, c'est des questions de brevets ou autres, bon, on voit qu'ils sont plus ou moins à cheval sur les brevets. Bon, il y a eu plusieurs exemples comme ça. Il y a un cardiologue là, qui fait un procès à Apple sur son ECG là, qui aurait été repris en tout cas dans les idées. Donc voilà, donc bon, je me dis que en tout cas c'est le sens de l'histoire d'aller vers tous ces sujets-là et toutes ces propositions-là au sein de c'est ça. Et là encore, c'est qu'une petite sélection, mais il y a eu plein d'autres trucs sur la santé. Ouais, c'est une des grosses tendances du CES de cette année, sur tout ce qui est santé connectée. C'est pas la première fois qu'ils en parlent, mais ça reste une lame de fond, et notamment autour des smartwatches en général. Les assistants, ça devient chiant cette année. Mais il y en a. Il y en a partout. Il y en a partout, mais du coup, c'est devenu. Mais on n'a rien retenu sur les assistants, tu vois. Bah, il y avait la Lamborghini avec Amazon Echo intégré. Tout le monde en a. Voilà. Moi, ce que j'adore, c'est quand ils montent dans la Lamborghini qui dit passe la couleur en bleu. Et tu sais, t'as toutes les LED à l'intérieur. Orange. Pour être avec la voiture. Ouais, ça, t'as toutes les LED. Ouvre le garage. Là, tu vois la maison. Voilà, ouvre le garage, c'est pas mal. D'ailleurs, je me dis, je pourrais le faire moi déjà. Enfin, je n'ai pas de garage, mais si j'avais un garage, avec HomeKit. Et Siri, je pourrais déjà le faire. J'appuie sur le bouton sur mon volant, je demande à... Déjà, ça m'arrive quand je rentre à la maison d'appuyer dessus et de lui demander d'ouvrir les volets, de mettre la température à 20 degrés. Et il le fait. Et du coup, je vois les volets s'ouvrir moi depuis la rue et quand j'arrive, la température est à 20 degrés. Donc, ouvrir le garage, finalement, c'est pas exceptionnel. Tout le monde pourrait le faire en faisant un OK Google ou un je ne sais quoi. Ouvre le garage, quoi. Tout à fait. Mais bon, il n'y a pas vraiment de gros trucs. Les seuls trucs intéressants, c'était du prototype bullshit On en parlera après. Bon, moi j'ai retenu des tendances, tendances, mais côté laptop, côté PC, PC portable, notamment. Donc il y a une première vague qu'on a vue, c'est la guéguerre contre Intel et AMD. Donc on avait suivi cette guéguerre sur 2019, notamment au niveau des CPU desktop, où l'AMD a fait des grosses annonces et ils ont un petit peu écrabouillé Intel sur cette année-là, avec des CPU Ryzen qui faisaient vraiment bien le job pour beaucoup moins cher. Et ben maintenant, ils attaquent le marché du mobile. Donc il y a toute une gamme de Ryzen 4000 mobile qui arrive, qui sont gravés en 7 nanomètres. Donc là, bien. Encore une fois, ils sont au top sur la partie gravure. Et globalement, si on peut résumer ça, c'est plus de cœur pour moins cher. Voilà, donc c'est des Ryzen qui vont monter jusqu'à 8 cœurs et 4 Go 2 en pointe pour les plus véloces. Donc il y a plusieurs gammes, hein. C'est les 4000 quelque chose, il y a les U, les H, suivant si on est sur des ultra portables ou les gamers ultra performants, tout ça. Mais il y a du monde là-dessus. J'ai quelques images à vous montrer. Voilà, super Ryzen. Ça, c'est la version ultra portable. Hein, voilà. 15 watts de TDP, donc on est plutôt sur des vrais bons trucs. 15 watts ultra. Ouais, pour un truc comme ça. 8 cœurs, 16 threads, mais c'est 4 Go en boost. Ouais, non mais. Et chez Intel, t'es sur un truc équivalent, t'es à 50, voire plus même. Mais en fait, t'as pas d'équivalent en Intel sur ces gammes U, en fait, sur les i7U, tu montes à, je crois que c'est 4 cœurs et 8 hyper-threads. Oui, t'as pas la même et chose. Ils sont moins hauts en termes de fréquence. Oui, mais par contre, ils ont un TDP qui est plus élevé en général. Non, pour un TDP équivalent. Enfin bon, équivalent, là, sur un. Si tu fais le rapport prix, perf, consommation, ils sont très largement. Ils sont très largement en avance avec AMD là-dessus, sachant qu'en plus, ils ont dedans des corps GPU, puisqu'ils ont des corps Radeon ici, qui sont en plus performants que ceux d'Intel.
Donc voilà, il y a ça. Du coup, il y a des petites comparaisons de perf qu'on peut voir sur les Ryzen mobiles par rapport à les Core i7, les derniers, là, ceux dont je vous parlais. Ils sont quand même largement plus performants. En single thread, bon, ça change pas grand chose. En multi, évidemment, ça écrabouille tout. Et puis la partie graphique est plutôt pas mal aussi. Donc c'est plutôt intéressant tout ça. Ça va donner envie à des constructeurs de mettre en place des processeurs AMD dans les portables. Ouais. Et c'est le cas. Putain, la vache. Le i7 9700K, qui est déjà un gros pros. Enfin, et rare la consommation. Oui. C'est impressionnant. Et donc là, c'est-à-dire que le Ryzen 7 a 39% de perf supplémentaire par rapport au i7 qui est tout à gauche, je suppose. Ou alors c'est tout à gauche, avec pour la même consommation. C'est ça. 45 watts. L'autre, c'est 95 watts pour avoir des perfs inférieurs, quoi. C'est ouf. Ouais, donc là, tout à gauche, t'as le i7 que tu peux trouver dans des laptops gamers. Donc il vaut jusqu'à 45 watts, mais du coup faut les dépenser. Mais du coup il est moins performant. T'as moins de corps et il est moins performant que le Ryzen 4800H qui est lui pour le même TDP beaucoup plus performant et avec plus de corps en plus. Et qui a surtout 16 threads. Et alors le truc, après le seul problème que j'ai moi avec ça, c'est que souvent il y a des technopropriétaires d'Intel qui sont exploités logiciellement et qui ne le sont pas chez AMD. Et du coup c'est assez chiant. Par exemple, dans OBS, avec puisqu'on l'utilise, dans OBS, nous on utilise la carte graphique pour l'encodage, mais on pourrait utiliser aussi le processeur qu'il y a avec la partie graphique Intel, qu'on ne peut pas faire sur un AMD. Là, on serait en pur logiciel et du coup, on perdrait en perf par rapport à ce qu'on a sur le Intel. Donc, il ne faut pas quand même oublier ça, c'est qu'en termes de logiciel, malheureusement, il y a encore des choses qui ne sont pas parfaitement optimisées pour les AMD. J'espère que les gens vont se bouger. Que chez OBS on va se bouger, que chez d'autres d'ailleurs, parce que je cite OBS, c'est l'exemple qui me vient en tête, mais il y en a d'autres. Hein. Mais les jeux, c'est-à-dire que chez Adobe, les jeux, le travail d'optimisation se fait par rapport à l'état du marché, et l'état du marché c'est d'abord des CPU Intel. Mais là c'est en train de redéfinir un petit peu le marché. Enfin cette année-là et celle qui arrive, ils ont encore un créneau à jouer à AMD. Tant mieux. Et voilà. Moi je fais une petite parenthèse parce que en plus il y a Nelliger dans la chatroom, ça va lui parler. Il y a un YouTuber, la Linux Tech Tips, qui a fait beaucoup de vidéos sur les processeurs Ryzen desktop et les EPYC pour la partie serveur. C'est assez hallucinant en termes de perf, en termes de dissipation thermique, c'est-à-dire qu'il arrive à monter des serveurs monstrueux et avec une dissipation mais ridicule dessus, avec un énorme ventirad avec très peu de ventilation, il arrive à avoir des perfs de mal. Et ça arrive sur la partie mobile. Oui, du coup, les constructeurs, ils sont plutôt tentés pour intégrer ça, et Asus a été le premier à dégainer avec sa gamme ROG, donc Republic of Gamer, puisque toute sa gamme gamer, du coup, est maintenant intégrée avec des AMD Ryzen. Donc, on les comprend. Hein. Ça attend, voilà, c'est de suite maintenant. Du coup, en parlant de laptop gamer, la tendance cette année, c'est plutôt à la sobriété. Donc, fini les trucs. Les trucs qui ressemblent à des lampes les LED. Voilà. Fini les trucs, des couleurs dans tous les sens, des écrans devant, partout, machin. Et souvent, ils avaient des badges, tu sais, vraiment type voiture de course, chez MSI, tu sais, limite, t'attends un cheval cabré, bon, c'était un dragon. Exactement. Donc c'est moins bling bling, mais ils essaient quand même à trouver d'autres moyens d'innover. Donc là, le truc qu'on peut voir, c'est un panneau LED comme ça, customisable au dos de ce magnifique pas mal, ça. Asus Zephyrus. Surtout que je suis sûr que tu peux l'éteindre du coup, et du coup ça te donne juste une grille, quoi. Mais... Ouais. C'est juste pour afficher des trucs, encore plus de LED du coup pour le gamer. Mais le reste du laptop reste plutôt sobre. Voilà, ce qui est plutôt sympa. Et les autres constructeurs ont suivi cette même tendance, c'est ce qui est plutôt un fait notable. Ça, je le trouve vachement bien. Il est sympa, hein. Il est plutôt sympa. Autre tendance qui revient, puisqu'on n'avait pas entendu parler depuis quelques temps, c'est les processeurs graphiques externes. Le fameux iGPU. Ah oui. Donc ça, c'est Lenovo qui a dégainé son iGPU Legion, qui est un boîtier. Pour les Mac, d'ailleurs. Mais non. Non mais là où on entend surtout parler, c'est chez Apple, les iGPU, parce qu'ils en ont énormément parlé dessus. Le seul souci, c'est qu'en fait, on se rend branle d'avoir un iGPU sur un Mac, puisque qu'est-ce qu'on en fait, on joue pas. Non, mais ça marche avec Bootcamp. Hein. Oui, je sais, mais bon. Non, mais en fait, moi, je commence à imaginer acheter un Mac et un iGPU pour jouer à ce Bootcamp, c'est complètement con. Honnêtement, hein, enfin, entre nous, pour beaucoup moins cher, vous auriez un PC gamer qui ferait la même chose sans avoir à vous faire chier. Hein. Oui, mais tu mutualises les usages. C'est-à-dire que tu peux imaginer avoir un ultra portable et tu le poses chez toi et tu peux du coup transformer en station de jeu derrière. Après, t'achètes d'autres.
Voilà. Ouais. Ou sinon t'as Shadow si t'as une bonne connexion. Mais si t'as pas une bonne connexion, t'as l'alternative de faire ça chez toi. Voilà, donc ça c'est un boîtier hein, principalement dans lequel tu vas plugger ta carte graphique et que tu vas brancher en USB-C Thunderbolt 3 sur ton PC derrière. C'est ça. Et on voit d'ailleurs que tu le branches en USB-C Thunderbolt 3 et tu bénéficies de port USB, d'un port Ethernet. En plus, tu as une partie station d'accueil en complément derrière. Voilà. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai pas noté le prix, c'était autour des 200, entre 200 et 300 $, ce boîtier-là. Que le boîtier, hein, sans la carte. Sans la carte graphique. Il y a tout dedans, il y a de la ligne. Après, vous choisissez si vous voulez une petite RTX 2080 Ti. Exactement. En option. Et voilà, et après il y a des concepts marrants, intéressants ou pas, qui sont arrivés, notamment celui-là, Alienware, le concept UFO, qui est en gros... Où sont-ils allés chercher ça? Je me demande où ils ont trouvé l'inspiration. Ouais. Et toute similitude avec quelque chose d'existant. Même les connectiques, quoi. Enfin, tu vois le... Ouais, les rails, là. Alors, c'est pas le même rail. C'est pas ça, des rails. Tu le glisses un peu en hauteur et tu le descends. D'ailleurs, tu le vois. Hein. Ça glisse pas tout le long. J'ai pas une vidéo, mais voilà. Donc c'est une Switch version PC, voilà, en version taillée à la serpe. Ça a l'air grand quand même. Et par un mec bourré, puisque c'est un peu de travers. Et ça donne un effet. Ouais, c'est un style. Bah ça reste Alienware, ils aiment bien les trucs comme ça. C'est la forme de la tête de l'alien en fait. Ouais. Et là, ça se met aussi sur une manette, dis donc. C'est rigolo. Ils ont vraiment tout repris. Il y a un pied derrière et tout. Et oui, mais tout est prévu, regarde-moi ça. Bon, évidemment, ça reste un PC, donc c'est assez mastoc. Il y a un refroidissement avec une grille, un ventilo. Ouais, voilà, le ventilo. Voilà, sachant que pour ceux qui ont pu le prendre en main, les premiers retours, c'est que les perfs... C'est hyper poussif. Voilà, les perfs, c'est pas ça, c'est hyper dégradé, c'est-à-dire que c'est bridé niveau logiciel pour pas trop chauffer, pas trop consommer, et que tu peux espérer au grand max 1 heure d'autonomie si t'es vraiment dans un jeu qui va un peu pomper sur les ressources, donc on est très loin d'un usage vraiment intéressant. Ouais. On est plutôt sur du concept. Il y a Nico Poppy qui nous dit, il a raison, pour jouer à Xcloud, typiquement. Oh, non, si on est sur du Windows. Non, mais pour jouer à Xcloud, tu prends une tablette, même, non, à la limite, tu peux prendre évidemment une Switch, mais tu prends une tablette type un iPad, et tu prends une manette Xbox Bluetooth, t'as un écran suffisamment grand, et t'as un confort d'utilisation qui est pas du tout le même. Je te le dis. Hein. Voilà, et une autre tendance qui était présente, c'est les ultrabooks, évidemment, ça ne s'arrête pas, donc je vous ai pas fait le tour de toutes les gammes qui ont été renouvelées chez tous les constructeurs, j'ai juste retenu un qui est toujours qui me fait toujours de l'œil, qui est toujours magnifique. Chez Dell. Quel vendu, il a un portable Dell, il parle que de Dell, il est vendu à Dell. Hein. Mais oui, je les aime bien, mais après à chaque fois que j'en ai essayé... J'aime beaucoup les écrans Dell. À chaque fois que j'en ai essayé un nouveau, j'y reviens en fait, et c'est toujours ma comparaison en fait, ma ligne de base de comparaison par rapport aux autres. C'est ton étalon. C'est mon étalon. Merci, je cherchais le mot, c'est exactement ça. Et donc là, ils ont poussé le concept de l'ultra portable sur la version XPS 13, donc le 13 pouces à fond, puisqu'ils ont enlevé les bords également sur le clavier, élargi tout ça, le touchpad également, et l'écran reste toujours de plus en plus fin avec même au niveau de l'écran, peu de bords, hein, effectivement. Et pourtant, ils ont gardé sur cette version-là la caméra en haut de l'écran. Ah, quand même. Ouais, dans la bande en haut. C'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de bordure en haut. La caméra est intégrée là-haut. Ouais, alors qu'une caméra derrière l'écran, comme on fait tous maintenant. Il est plutôt beau. Alors ça peut faire penser au MacBook, la version la 16 pouces là. Pas Pro du coup. Non, le MacBook, le MacBook tout court. Sauf que derrière ça, en fait, ils ont une gamme qui peut aller sur des niveaux de perf ultra intéressants. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur de l'ultrabook juste pour faire de la bureautique ou surfer sur internet, on peut aller chercher de la perf avec des i7, 16, 32 Go, etc. Ils ont même une version développeur avec du Ubuntu intégré comme ils ont l'habitude de faire dessus. Donc voilà, on gagne en liberté, on perd en connectique, hein. Il y a moins de connectique dessus, il n'y a plus de port USB plein, il n'y a que 2 USB-C maintenant dessus. Voilà. Parfait. Voilà, et c'est pas tout, puisqu'il y a eu d'autres annonces de portables et d'autres concepts. Et chez Dell en plus aussi. Chez Dell aussi. Oh, décidément. Et les fanboys, je vous parlais du Dell Duet Concept. Vous vous souvenez de Surface Neo et Surface Duo. Voilà. C'est ça. Bon, eh bien, chez Dell, évidemment, on n'est pas en reste, puisqu'on nous sort alors, j'allais dire un ordinateur. Oui, un ordinateur. Un ordinateur, tablette, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut l'appeler. Pliable, qui dispose de 2 écrans. Alors, il y a une grosse charnière au milieu, hein, donc on n'est pas du tout dans le concept du Galaxy Fold, par exemple, chez Samsung et tout ça. En fait, ce qu'ils ont repris là, c'est le concept du XPS 12 en 1. 12 en... Oui, c'est ça. Et ils ont mis 2 fois l'écran, en fait, dessus. C'est ça, exactement. Et donc, on se retrouve... Non, c'est le XPS 13 2 en 1, pardon. On se retrouve avec ce concept-là, qui reprend... D'ailleurs, si vous regardez, j'ai l'impression que sur la charnière, mais je sais pas si c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une caméra.
Mais, bien oui, effectivement. Je suis pas certain que ce soit... Ça pourrait être ça en tout cas. Je comprends pas pourquoi elle est placée là aussi, parce que du coup elle est à l'extérieur. Donc bref. Pour faire des photos? Ouais, pourquoi pas. Avec un truc comme ça, je ne sais pas. Alors là, ce que vous voyez, c'est le clavier, vous savez, qui se place sur l'écran, qui est a priori, je sais pas s'il est aimanté ou pas, parce qu'il le déplace vraiment. D'ailleurs, on voit qu'il n'est pas aligné. Ça fait vraiment penser quand même à ce qu'on avait vu chez Microsoft. Ouais, tout à fait. On est d'accord. Hein. C'est Surface Neo ou Duo, je sais plus lequel des deux. Enfin, c'est un mélange des deux, je pense. Et là, l'idée, c'est que quand vous placez le clavier à cet endroit-là, il y a un trackpad qui apparaît en bas. Et du coup, vous l'utilisez comme un trackpad. D'ailleurs, hein, voilà, l'image suivante. Vous l'utilisez comme un trackpad. Et ça, en tout cas, c'était plutôt réactif sur la vidéo. Sinon, bah, vous avez deux écrans. Hein, donc, en bas, vous pouvez très bien ouvrir votre menu démarrer et puis avoir un autre truc en haut. C'est vraiment comme si vous aviez deux écrans sur un seul ordinateur. Donc voilà, vous pouvez lancer une application sur l'écran de gauche, une application sur l'écran de droite. Vous pouvez l'utiliser donc à la verticale ou l'utiliser à l'horizontale. Hein. Là, voilà, il y a un appel Skype en haut et en bas, il y a un autre document. Alors, c'est du concept, hein, c'est-à-dire que c'est pas du tout voué à la commercialisation telle qu'elle. Ils testent en fait un peu le marché et la réaction des gens. Par contre, bah, ça tourne pas sous Windows 10 X, hein, comme vous avez pu le voir sur les images. C'est du Windows 10, puisque Windows 10 X ne sortirait que fin de l'année 2020, donc on a encore quelques mois avant de le voir débarquer. Et Dell n'a pas du tout communiqué sur le fait qu'ils allaient vraiment intégrer cette version-là. D'ailleurs, pour ce concept, ils ont modifié énormément Windows 10. Pour faire apparaître le clavier le trackpad quand on pose le clavier dessus, ce genre de choses. C'est pas du tout des choses qui sont natives. Ils se sont inspirés de ce qu'avait montré Microsoft, mais ils l'ont recréé. Donc en fait, il y a un soft qui tourne hein, dans votre barre de tâches en bas à droite pour gérer tout ça. Et évidemment, des pilotes très spécifiques pour gérer les écrans. Ce sont des écrans en verre classiques et surtout, c'est du 13,4 pouces. Il y a deux écrans de 13,4 pouces. Donc autant vous dire que c'est assez immense quand vous l'ouvrez et que vous avez ces deux écrans face à vous. Et on n'en sait pas plus sur les caractéristiques et la connectique, puisque encore une fois, voilà, on voit qu'il y a un port USB-C sur le côté, mais voilà, on n'en sait pas plus. On en saura plus quand évidemment ça sera officialisé et commercialisé. Ils ont lancé aussi un autre concept, le Dell Ori, comme le jeu de Microsoft. And the Blind Forest. And the Blind Forest, exactement. Donc le voici, le voilà. Bon, il fait beaucoup plus proto, beaucoup plus cheap. Hein. Il est en carton là, non? C'est un peu ça. On a presque cette sensation, c'est du plastoc. Il y a un stylet, c'est plus petit. On n'a pas la taille exacte, mais a priori ça serait deux écrans 7 pouces. Et surtout, fold-like. Avec la charnière. Donc on est sur des écrans plastiques. Des écrans plastiques avec cette fameuse charnière au milieu qui se plie. Mais du coup, l'intérêt, c'est que vous n'avez pas de séparation entre les deux écrans, contrairement à ce qu'on a pu voir par exemple chez Microsoft. Là, bah, c'est deux écrans 7 pouces. Quand vous les ouvrez, ça vous fait un grand écran, une grande tablette. En gros, c'est une tablette pliable qui tourne sous Windows 10 et pas 10X, du coup, puisque pas encore disponible. Et pareil, Dell communique pas trop sur le fait que ça le sera ou pas. Et alors là, écran plastique, ça signifie quoi? Ça signifie que bah, si vous le fermez et qu'il y a un grain de sable au milieu, vous allez niquer l'écran comme il se doit. Donc le voici en version portrait. Il y a de l'idée, mais comme dit Nelliger dans la chatroom, j'avoue que je suis beaucoup plus rassuré par deux dalles en verre avec une grosse charnière au milieu plutôt que ça. Ça, je me dis, là, il y a des poussières qui rentrent au milieu. Je sais pas combien de mois ça dure. Hein, là, même l'utilisation au stylet, enfin le stylet, il va rayer le truc. Hein, c'est évident. Quand tu vois déjà sur la Nintendo DS, c'est vrai. Tu niques l'écran. Là, sur une utilisation stylet, c'est pareil. Plastique contre plastique. Exactement. Là, on voit en plus qu'une fois fermé, il est assez épais. Hein. Donc bref. C'est un proto, hein, c'est un concept. Ils testent encore une fois les réactions publiques et tout. Honnêtement, je pense que le Duet encore peut avoir un avenir. Le Ori, j'y crois pas trop. Et je pense qu'ils auraient dû retenir la leçon que Samsung a peut-être retenu, je l'espère en tout cas, du Fold, puisqu'il y a quand même aujourd'hui des limitations techniques qui font que c'est un peu compliqué. Surtout ce type d'appareil coûte très très cher. Quand tu as ça, tu t'attends pas à ce que ce soit aussi fragile. Enfin, tu prends ton stylet, tu fais un trou dessus, enfin, tu bouges dessus, tu marques l'écran, c'est une catastrophe quoi. Donc j'ai du mal à comprendre qu'ils testent ce truc-là comme ça. Enfin bref. En tout cas, c'était les deux concepts de Dell, puisque évidemment
Dell est aussi là pour faire de la démo technique. Tous les constructeurs sont là pour faire de la démo technique. Et en parlant de démo technique dont on ne sait pas trop à quoi ça sert, on va parler de OnePlus tout de suite. Ah, on parle du mobile un peu. Ouais. OnePlus Concept One, qui a révélé enfin ce que c'était. Tu nous en parles un petit peu, Bertrand ? Oui. Tout simplement, c'est magnifique. Donc là aussi, vraiment, c'est sur... si on regarde un petit peu, voilà, c'est vraiment l'arrière. Donc on est sur de l'esthétique, en tout cas, très clairement. C'est que de l'esthétique. Et aujourd'hui, on n'a pas encore forcément l'utilité. Donc l'idée, c'est de cacher les objectifs de la caméra. Donc on ne les voit pas. Donc effectivement, là, on ne voit pas les objectifs de la caméra. Et quand on a besoin, on a le verre de devant en fait qui vient s'opacifier ou s'éclaircir. Et lorsqu'il s'opacifie, on ne voit plus la caméra. Lorsqu'il s'éclaircit, on voit et ça peut prendre des photos. C'est merveilleux. Donc c'est tout le concept. On va avoir le GIF qui va s'afficher. Voilà. Donc voilà, exactement. Donc à quoi ça ressemble ? Donc avec ce petit verre qui vient s'opacifier automatiquement. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est là où il y a ça, c'est fou. Hein. Mais là où il y a une prouesse, c'est la vitesse à laquelle ça se fait. Ça se fait en 0,7 secondes. Ouais. Donc ce qui est quand même une prouesse. Et c'est le plus rapide aujourd'hui sur ce qu'on a pu atteindre au niveau de l'industrie. Et ça ne consomme presque pas d'énergie pour fonctionner. Donc c'est pas un sujet en tout cas énergivore. Et pourquoi est-ce qu'ils ont travaillé ça dans quel sens ? Pour quand c'est opaque ou c'est changement ? En fait, quand il faut qu'il soit alimenté en électricité pour faire apparaître les capteurs. Donc du coup, quand tu lances la fonction photo, il faut déjà que ça s'éclaircisse vite. Et c'est là que ça consomme. Mais d'un autre côté, tu n'es pas tout le temps avec l'appareil photo activé, tu vois. Après, ça consomme pas grand-chose, mais voilà. Ça, en fait, honnêtement, c'est un truc qui existe déjà. Moi, je me souviens déjà, il y a quelques années de ça, on le faisait déjà avec, par exemple, des fenêtres qui devenaient opaques en faisant circuler du courant plutôt que de mettre des rideaux, en fait. Il y a même des films que vous pouvez acheter pour les mettre chez vous, par-dessus vos fenêtres, en fait, et qui deviennent entièrement transparents quand ils sont... Alors eux, je crois que c'est l'inverse, c'est quand ils sont pas alimentés, ils sont entièrement transparents, et quand ils sont alimentés, ils deviennent opaques. Enfin voilà, c'est justement ce que tu allais dire, c'est que c'est déjà utilisé aussi, mais pas que sur... Exactement, oui. C'est utilisé par exemple par McLaren, alors c'est sur ce modèle 720S, dont la teinte du toit, effectivement, et des fenêtres peut être modifiée en fonction de l'ensoleillement. Et l'autre point qui est intéressant, là où on peut avoir un petit intérêt cette technologie-là, là dans ce cas de figure-là, c'est que ça permet aussi de polariser en fait le verre pour pouvoir faire des meilleures photos dans un contexte très lumineux. Pour essayer de préserver un petit peu le capteur photo. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, ça peut avoir un vrai intérêt. Mis à part ça, je vois moins l'intérêt en tout cas de ce qu'ils nous proposent. Waouh, c'est beau. Non mais honnêtement, on se dit, tiens, on va planquer des capteurs photo, mais alors, par contre on fait une énorme fente pour bien montrer où est-ce qu'ils sont. Après, le design du dos est joli quand même. Ouais, alors c'est du cuir qu'ils mettent. Donc là, on est clairement sur une version luxueuse. Et donc, si on reprend, je pense, c'est sur une McLaren qui est derrière. Oui, donc, voilà. Donc, ils sont totalement dans l'esprit. Pour l'instant, c'est 720S. Le but, c'est un concept en tout cas à présenter. Et ils n'ont pas prévu en tout cas de diffuser forcément ça de manière très très large. Il faut au moment aller chercher les cas d'usage. Mais juste peut-être sur la partie photo, le fait de polariser le verre en fonction de l'éclairage pour éviter de surexposer le capteur. Voilà, ça peut être un cas d'usage. Là, moi, ce cas d'usage-là, j'y crois pas trop. Par contre, là où ça a un vrai intérêt, c'est par exemple quand tu es sur des téléphones comme les nôtres, où tu as un dos tout noir et tu as effectivement les capteurs. Bon, là, ils dépassent, donc forcément, tu peux pas les louper. Mais pour ceux où le capteur dépasse pas, te dire, bah, j'ai un dos complètement uni et les capteurs sont planqués, pourquoi pas. C'est vraiment purement esthétique. Hein. Ouais. Mais là, le problème, c'est qu'ils sont soulignés par un truc en cuir autour. Donc, finalement, bon, je sais pas trop. Je sais pas trop à quoi. Donc c'est ce que disait tout à l'heure Christophe. Hein, c'est quel est l'intérêt en fait de ce qu'on va avoir là-dessus. Mais en tout cas, les capteurs photos sont moches. C'est une possibilité. La technologie est là et la rapidité est là aussi. Ça c'est vraiment quelque chose de. Ouais, la techno est là, ça fait un truc joli du coup à l'intérieur. Et puis voilà. Ouais, c'est ça. Batix qui dit, je trouve magnifique les appareils photo cachés. Dommage ce logo. Ah, c'est vrai qu'en fait, il cache l'appareil photo, mais tu as les logos OnePlus et le logo McLaren en gros. Bon, après, c'est leur marque, hein, donc... Ouais. Bon, en parlant d'écran... Mais oui. C'était pas les seules annonces, on a toujours une lame de fond au CES qui est les télés.
Et cette année, c'est le Consumer Electronic Show. Hein, T'en as retenu une en particulier, Cédric? Non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas c'est Bertrand. Mais j'avais vu aussi. Très bien. Alors, cette année, de toute façon, c'est 8K hein, qui est à la mode. Hein, mais donc, oui, évidemment. Tout le monde a sa télé 8K. Ils disent à chaque fois 8K certifié. En fait, il n'y en a aucun qui a atteint les 8K. C'est ça, c'est exactement ça. Donc là, moi, j'en ai trouvé une que je trouvais intéressante. Donc hop, je vous mets une petite photo. Là, en vrai, on a du vrai 4K maintenant. Oui. Bah si, parce qu'en fait, c'est du 7680 par 4320. En fait, on a du 4K. Parce que à l'époque du 1080, on comptait les lignes verticales. Et puis bizarrement, quand on est passé à la 4K, on les a comptés à l'horizontale. Tu vois, enfin, je sais pas. Là, en tout cas, elle est en 7680 x 4320 pixels. Ouais, c'est ça. Et là, sur celle-là, bon, on le voit un petit peu ici. C'est la meilleure que j'ai. Hein. Elle a très très peu de bords au niveau de l'image. C'est ça le seul intérêt d'ailleurs. Ouais. Moi, je trouve que c'est cette photo-là qui rend le mieux. Ouais. Et donc, c'est très 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 fin sur les côtés. Et vous avez également des haut-parleurs sur les côtés. Alors ça, donc intégrés dans le cadre. Voilà, ça, pour arriver contre, j'aurais préféré qu'ils les mettent pas et qu'ils fassent plus du tout de bord. Tu vas choisir. Non, il n'y a pas de bord, ils sont intégrés, mais dans l'épaisseur du... Dans l'épaisseur du bord, il y a quelques millimètres. Bon, après, c'est jamais pour ça que tu achètes une télé. Hein. Non, bien sûr. Mais bon, voilà, vraiment, celle-là, elle m'a marqué. Pardon. Il va mourir, Bertrand. Ouais, c'est dur là. Donc au niveau de la résolution, donc là ils sont quand même, donc ils ont une certification, donc c'est celle que je vous affiche ici. Ouais. Donc certifié 8K. Bon, en tout cas, ils essayent de rentrer dans un système de certification. Donc ça veut dire qu'il y a un pic de luminosité supérieur à 600 nits, une transmission d'image donc en HDMI 2.1. Et le codec vidéo exactement HEVC, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une certification 8K. Ouais, c'est pour avoir cette certification, il faut répondre à ces critères-là. Exactement. Voilà. Minimum. Donc on y est, ils l'ont. Maintenant, après, le sujet, c'est les contenus, hein, les contenus 8K. Quand ils en parlent, ils disent qu'il va y avoir un événement, donc là, il y a la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde va être retransmise enfin, va être filmée en tout cas, la prise d'image en 8K est retransmise dans certains cas en 8K. Donc non, mais c'est une connerie, c'est jamais le sport qui fait bouger tout ça. C'est le porno, toujours. Quand Dorsel TV passera à la 8K... Est-ce qu'ils sont à la 4K déjà? Oh, sûrement. Ouais, sans doute. Je sais pas. Tu peux vous dire. Tu peux pas nous dire? Ben non, je pose la question. Innocemment. Et après, ce qui est intéressant, c'est surtout ce qu'ils font au niveau de l'upscaling vers du 8K à partir du contenu 4K ou contenu encore en dessous, via de l'IA. Et là, je trouve par contre qu'il y a un vrai intérêt. L'IA upscaling. Ouais. C'est bien. Avec des IA entraînés là-dessus. Oui, c'est vrai qu'il fait machine learning, machin, tout ça. Non, si, on avait parlé dans un précédent bit où et la qualité de rendu était assez impressionnante. Ça rend vraiment très bien. Il complète les pixels manquants en recréant du coup du contenu qui est vraiment pertinent. On n'est pas sur du lissage en fait où tu crées du flou en fait. On est vraiment sur de l'ajout de contenu et c'était plutôt propre. Ouais. Donc là, bon voilà, avec ça s'entend un petit peu. Bon, de toute façon, là, clairement, si t'as pas sorti ta télé 8K au CES 2020, t'as raté ton année. Ah, mais là, c'est clair. Et on a vu aussi celle de Samsung là, avec un mur de 7 mètres. Ah oui. La plus grande. Ouais. À 7 millions, ça fait cher le mètre. Bon. Et justement, vu qu'on parle d'écran, je parle d'un écran PC. Et un écran PC gamer, le Odyssey G9. Alors là, c'est plus qu'un concept, hein, puisqu'il va vraiment sortir. Le voici, le voilà. Un petit écran. Hein. Alors je vous en parle parce qu'il y a Overwatch dessus, hein, vraiment, juste pour ça. T'as un peu tordu ton image. Non. 49 pouces incurvé. Voilà, en 1440p. Alors là, c'est bizarre quand on dit 1440p, c'est les lignes à la verticale. Ils nous font pas un peu chier. Donc voilà, on le voit, il est extrêmement courbé en fait. C'est ça qui est assez bluffant. J'ai l'impression que la courbure, elle est pas la même tout le long. Je pense que c'est plus courbé au milieu qu'après ça se... Non, c'est une illusion de la photo. Honnêtement, 1 milliseconde de temps de réponse. AMD FreeSync 2 et G-Sync. Donc voilà, le top du top. Je vous montre le dos de l'écran. Je trouve assez joli le dos de l'écran. On dirait qu'il y a un arc réacteur au milieu. C'est un cockpit quoi. Oui, carrément. C'est Iron Man. D'ailleurs, quand on le regarde d'un peu plus près, tu vois, il y a vraiment en plus un effet 3D avec la lumière et tout machin. Ouais, ça c'est ridicule. Mais... Ah bah oui, je sais, mais c'est comme gamer style. C'est gamer, c'est normal. Il faut du RGB. Voilà, et la courbure est assez incroyable. Donc ils indiquent. Attends, où est-ce que j'ai vu ça? Je crois que j'ai vu un truc genre 1000R. Alors je ne sais pas à quoi correspond le 1000R. Ça va être le radius du truc ou j'en sais rien, le rayon, tu vois, global. Le rayon truc. Je sais pas. Tu vois, si on imagine un cercle global, j'arrive pas à comprendre comment il compte.
mais il est quand même vachement incurvé. Alors moi j'ai un écran incurvé à la maison de 38 pouces et il n'est pas aussi incurvé, hein, je vous le dis direct. Allez, comment c'est casé ça? On y a vu? Non, mais ils l'ont vu la plupart des gens. Mais là par contre, a priori ouais, il est compatible support V1. T'as un truc pour changer le pied derrière. Rayon de courbure, nous dit Veost, ok. Oui. Ok, rayon de courbure, donc je sais pas, ils disent 1000, alors je sais pas à quoi ça correspond, mais a priori c'est beaucoup. C'est un peu une prouesse d'après ce qu'ils nous disent. Soit pour jouer au démineur, non. Il joue à Overwatch, je te signale. Et en fait, ouais, il est extrêmement courbé. Et alors en fait, ce qu'ils expliquent, bon, ils donnent l'exemple d'Overwatch, mais c'est pas la bonne idée, hein, honnêtement, l'écran Overwatch. Enfin, jouer à Overwatch sur ça, mais par contre, tu joues à, je sais pas, un simulateur de bagnole ou Flight Simulator. Exactement, le prochain Flight Simulator. Si t'as pas une config multiscreen, t'as raté ta vie, mais si tu veux pas une config multiscreen parce que t'as pas la place, avec un écran 49 pouces en 5100 et quelques de résolution par 1440 rentre sur ton bureau, et bien voilà. Mais est-ce que les jeux vont le gérer en termes de... C'est du 32 neuvième, et il y a plein de jeux qui le gèrent. Overwatch le gère d'ailleurs, mais pas que. Est-ce que ça te fournit pas un avantage dans le jeu avec un champ de vision plus élargi? Alors ça pourrait, sauf que en fait, par exemple pour Overwatch, ton champ de vision, c'est je crois 103% le maximum que tu puisses mettre. Et ça crée ensuite plutôt des espèces de déformations sur le coin. Et donc du coup, t'as pas vraiment... les malins. Par contre, pour d'autres jeux, je pense que ça pourrait. Des jeux de caisse ou tu vois, des trucs comme ça. Ouais, mais je sais pas si Rocket League le gère. Rocket League pourrait te donner un gros avantage. Mais là, tu dégueulerais sur l'écran. Hein. C'est avec les trucs dans tous les sens. C'est possible, mais t'auras un énorme champ de vision. Donc je sais pas trop. Moi, mais c'est pas mal, hein. Je me rappelais augmenter le champ de vision sur Quake 3 pour avoir plus de vision, justement. Mais du coup, ça déforme un peu l'image. Mais là, effectivement, du coup, c'est nativement plus large. Ouais, c'est ça. Alors, ce que dit Nico Bobby, ça avait un rayon de 1 mètre si on met des écrans pour faire un cercle parfait. Et en fait, plus le chiffre est bas, plus les écrans sont incurvés, en fait. Donc, quand on arrive à 1000, bah oui, parce qu'il faut moins d'écrans. Et sinon, ça fait un cercle de 5 mètres, par exemple, ça veut dire que c'est moins courbé. Donc, plus le chiffre est bas, plus l'écran est incurvé. Et a priori, c'est un record, ce 1000. Donc, 1000 mm, hein, du coup. Ok. Et impressionnant. Moi, je trouve, honnêtement, je le trouve impressionnant. Ouais. Quand tu imagines ça sur un bureau, où, je sais pas, ça donne. En plus, ce blanc-là, dans un film de SF, tu imagines ça dans un labo, tu sais, où les mecs, ils ont des écrans. Le blanc, là, est classe, hein, quand même. Ouais, je trouve ça plutôt... un peu original par rapport au noir ou au gris habituel. Taille du pied le aussi. Le pied immense, ouais. Énorme. Mais moi, après, on disait, il y a tous les câbles sur le mien. dans J'ai dû pied, prendre là. un Ergotron pour pouvoir soutenir le 38 pouces parce qu'il est hyper lourd mon écran, donc déjà j'imagine même pas en fait. Mais du coup ça vous fait deux écrans 1440p l'un à côté de l'autre, mais deux écrans 16 neuvième. Ça fait du 32 neuvième. Hein. Donc, mais oui. Du coup vous avez zéro séparation au milieu. Et d'ailleurs il est capable de les émuler. Vous pouvez brancher deux câbles dessus. Vous avez deux sorties HDMI sur votre ordinateur, vous les branchez les deux, et du coup vous avez un vrai multiscreen. Donc vous pouvez avoir un écran complet à gauche et un écran complet à droite. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal ça. Ouais, c'est mieux que le 21.9. Moi, j'ai un 21.9 aujourd'hui et je suis un peu emmerdé. Je peux le faire, mais du coup, j'ai des écrans avec des résolutions bâtardes, tu vois. Voilà. Bref. Ok, on va chez Samsung. Ah oui. Et là, parlons de Babal. De Babal et de bullshit un petit peu. Oui, J'ai pas récupéré la vidéo, tout à l'heure. Alors, on va tester ça en live direct. Est-ce qu'il y a du son? Non, il n'y a pas le son. Ça marche pas. Ça marche pas. Très bien. Bon, c'est pas grave, je mets la capture du truc, de la vidéo. Donc c'est quoi? C'est cette petite balle, Bali. Enfin, Bali d'ailleurs il appelle. D'ailleurs on dirait tu sais, les capteurs des Galaxy, les capteurs arrière des téléphones. Des S4 où tu vois, tu as même le petit capteur qu'on voit à droite normalement est censé être, non pas des LED comme là ça l'est, mais le capteur de rythme cardiaque. Tu pouvais prendre ton rythme cardiaque à l'arrière de certains téléphones grâce à ce capteur-là. Et oui. Souviens-toi. Et donc ça ressemble beaucoup, vous savez, au robot qu'avait sorti Sony, qui jouait que de la musique et tout ça, machin, là, qui se baladait. Donc ils ont sorti ce robot-là, la vidéo fait très bullshit à mort. On n'y croit pas, mais pas 2 secondes. Bullshit, comme dirait Batix. La promesse est énorme. Ouais. Franchement, la promesse est ultra... Enfin, j'ai jamais vu ça. Oser montrer ça en plus en 2020, alors que maintenant les gens savent à peu près comment l'état des technologies aujourd'hui, je trouve ça un peu honteux, mais passons. La promesse en tout cas, c'est d'avoir un assistant type Amazon Echo ou Google Home Nest Mini qui vous suit dans la maison. Enfin, là on est au niveau de Jarvis hein, quand même. Oui, qui vous suit en permanence.
Et l'idée globale, c'est qu'en plus, il maintient une distance avec vous, pour éviter que vous foutiez un coup de pied dessus. Mais vu la vitesse à laquelle il se déplace, je pense qu'il y a moyen de le défoncer. Donc du coup, cet appareil vous suit et exécute des tâches. Et là où ça va un peu loin, c'est que normalement, il est censé pouvoir anticiper même les tâches. C'est balèze. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en train de faire du yoga, il voit que vous êtes en train de faire votre yoga, et là, en fait, il décide de vous filmer et de vous balancer sur la télévision votre posture dans le dos, puisque vous pouvez vous voir. Oui. Du coup, vous voyez le dos pour rectifier la posture. Super. À un moment, le chien fait tomber des céréales par terre. Ouais, voilà. c'est et là, du coup, on voit le chien, il sait pas manger son petit déj. Hein, non, c'est ça. Et là, on voit le Bolly qui se tourne vers l'aspirateur robot et qu'il déclenche pour qu'il vienne nettoyer la zone. Enfin, honnêtement, la promesse, c'est pas possible. Ouais, tu te dis, ça va beaucoup trop loin. On comprend l'idée globale, hein. Et si vraiment c'était comme ça, il y aurait un vrai wow effect incroyable. Sauf que c'est tellement du bullshit qu'on n'arrive même pas à y croire. Parce qu'en fait, c'est pas l'objet en lui-même là qui est fort, c'est l'IA qui est derrière, en fait, qui n'existe pas, cette IA là. C'est honnêtement. Donc à la rigueur, ça serait une balle ou ça serait un robot qui se déplace, ça serait pareil. Ça fonctionne avec Bixby, évidemment. Et du coup, on y croit à mort. Du coup, on y croit encore plus. On y croit encore moins, évidemment. Mais il y a toute la partie domotique, c'est-à-dire que tu rentres chez toi, il va automatiquement lever tes rideaux, tes machins, enfin, comme ferait une enceinte connectée à qui vous le demandez, hein. Sauf que là, il se déplace, il est capable d'analyser la situation, de prendre une décision, du coup. Enfin. Et il peut passer aspirateur aussi, il vient. Mais il déclenche l'aspirateur. En fait, il a détecté qu'au sol il y avait un problème. Et il déclenche le robot aspirateur qui va venir le faire. Pour nettoyer la c'est le contremaître. C'est le contremaître. Ah, c'est ça en fait. Tu vois. Et donc, là, c'est Alfred. Ouais, c'est un peu ça. En fait, par contre, s'ils ont une IA qui est capable de faire ça, c'est bon quoi. Là, c'est pas juste le problème de la petite boule, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et là, en fait, le truc, c'est que tu peux même lui dire, viens ici, et il s'approche de toi, et tu peux, je sais pas, lui donner un ordre spécifique, ou le prendre, il fait des photos, il fait. Enfin. Amène-moi les pantoufles. Et là, non. J'ai pas de bras. J'ai pas de bras. Mais voilà l'idée. Et tu pars de chez toi, par exemple, il se met en mode sentinelle, il surveille, s'il y a un problème, il peut te prévenir, enfin voilà. Et il tire sur les gens, c'est tout. Non, il a pas de bras, il a rien, tu vois. Un petit laser là. Il pourrait envoyer un laser. C'est un petit bras qui sort comme dans R2D2. Et quand il voit ta femme en nuisette, il met. Alors justement, Bolly vient te réveiller. Dans la vidéo, en fait, il vient voir la dame qui est dans son lit, il voit qu'elle dort. Du coup, il se dirige vers les rideaux et il ouvre les volets et les rideaux. Et il revient vers elle, en gros, avec une petite sonnerie pour lui dire « Hey, réveille-toi ». Et du coup, elle se réveille. Il a lancé la cafetière. Ouais, mais c'est ça, en fait. Et là, tu te dis « Mais à quoi ça sert ?» Enfin, à quoi ça sert ? À quoi ça sert, on voit. Mais est-ce que c'est comme ça aujourd'hui ? Non, c'est pas le cas. Donc, Bolly, quoi. Bref. Si tu veux le piéger, tu mets une marche d'escalier dans ta maison et c'est fini. Ah, je pense qu'il peut descendre. Par contre, monter, c'est ça, c'est une autre question. Mais honnêtement, le truc, c'est que ça te suit. Mais je pense que si tu vas vite, tu le défonces. tu lui marches dessus, tu tombes, c'est un coup à faire tomber mémé. Ou toi, tu te défonces. Hein, ouais, c'est ça, c'est un coup à faire tomber mémé. Hein. Voilà. Bon, en parlant d'autres trucs qui te suivent dans ta maison, on va reparler de Link 6 et notamment d'une nouveauté qu'ils ont annoncée autour de leur gamme Velop. Donc c'est les routeurs en Wi-Fi mesh qu'ils ont chez eux. Et ils avaient annoncé il n'y a pas très longtemps déjà la capacité de détecter la présence au sein de ta maison en fonction de la couverture Wi-Fi du réseau mesh. Les différents points en fait de ce réseau-là communiquent entre eux pour distribuer au plus large dans ta maison le réseau Wi-Fi. Et ils sont capables de détecter des perturbations dans le signal Wi-Fi de connexion entre les appareils et du coup ils en déduisent la présence d'une personne au milieu ou d'un animal ou de plusieurs personnes et tout ça. Et du coup ils avaient proposé des services autour de la détection et l'activation de certaines scènes en fonction de ces présences-là. Ouais. Donc ça, il avait déjà. Et ce qu'ils ont proposé en plus au niveau de cette gamme-là, c'est par l'intermédiaire d'une autre compagnie, qu'ils ont en partenariat, des petits pods qui s'appellent les pods de wellness, donc de bien-être, qui viennent se connecter là-dessus. Donc ils sont totalement passifs, pareil, donc on les branche on les intègre au réseau, et eux vont être capables, en plus de ça, de suivre la respiration au sein d'une pièce. Attention, la promesse est grande, donc du coup tu les mets dans une pièce, ils vont être capables de suivre des mouvements de respiration.
au niveau des changements d'onde. Et ils annoncent que ça serait également en capacité de mesurer la qualité du sommeil. Voilà. Okay. Tout ça par l'intermédiaire de l'enregistrement des variations dans les différents signaux et le tout couplé évidemment à une intelligence artificielle qui analyse tout ça pour en déduire des schémas de respiration. Tu veux savoir si tu es en train de faire des choses dans ton lit, si tu es en train de dormir, si tu fais du sport. Exactement, tu as tout compris. Oh donc Dieu. on parlait de santé connectée sur et de vie privée connectée sur de la technologie apportée, mais tu peux faire de la santé connectée sur des appareils ambiants comme ça. Chez toi. Donc ça c'est plutôt intéressant, sachant que du coup tu peux surveiller tu peux mesurer l'activité des capteurs de santé sur plusieurs personnes au sein de ta maison. Ouais, c'était la promesse de Moser, vous vous rappelez hein. Ouais, tout à fait. Mais ils n'avaient pas ces capteurs santé. C'était le hub connecté de ta maison. T'avais des petits trucs aussi qui mesurent la température, que tu peux avoir sur toi, que tu peux faire bref. Donc voilà, il y a aussi évidemment la possibilité pour les personnes âgées de monitorer les chutes et les problèmes divers qui peuvent survenir. Donc ça, c'est plutôt un bon cas d'usage pour ces personnes-là, même si je pense qu'ils n'auraient pas forcément besoin d'un Wi-Fi mesh chez eux. Voilà, pour le moment, il n'y a pas de date exacte ou de prix annoncé. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra par contre souscrire à l'abonnement Linksys, puisque tout ça fait partie d'un abonnement Linksys Aware, qui était autour de 3$ par mois. C'était déjà le cas pour la détection. C'était déjà le cas pour la partie détection au sein de ta maison. Ghost Dragon qui nous dit Linksys IRM. Ça serait à étudier, effectivement. On va y arriver. Top, là. On va y arriver. Après, le système est pas mal de détection comme ça, de présence via le Wi-Fi et tout ça. Il y avait, j'ai oublié le nom, qui faisait à peu près pareil, avec du Wi-Fi. Bon, ça me reviendra, c'est pas grave. Mais il y avait une boîte aussi qui faisait un peu ce genre de choses et honnêtement ça fonctionne pas quoi. Enfin, les gens n'utilisent pas plus que ça. Surveiller sa santé ensuite via sa borne Wi-Fi, c'est un concept qui moi m'échappe un peu. Mais pourquoi pas. Écoute. Pourquoi pas. Il y avait un système d'alarme comme ça qui fonctionnait avec le Wi-Fi, mais j'ai oublié le nom. Et sinon, dans la série Je cartographie ma maison, mon Roomba fait la cartographie du Wi-Fi chez moi. La couverture Wi-Fi chez toi ? Ouais. D'accord. Cool. C'est ouf. Du coup, j'ai découvert ça la dernière fois. Il passait l'aspi gentiment. Là, tu captes et là, tu captes pas. Mais attends, en fait, non, la force du système, il capte partout. Bah forcément, avec mon routeur, je pense que je capte depuis ici d'ailleurs. Parce qu'il a passé l'aspirateur chez tes voisins aussi, du coup. Ouais, c'est ça. Il fait toute la résidence, l'aspirateur. Il reste connecté. Si tu laisses la porte ouverte. Ouais, c'est ça. Là, par exemple, il est passé, tu vois, connecté au Wi-Fi, hop, et je vois la carte. J'ai la cartographie complète des zones. Du coup, bah là, tu vois, dans ma cuisine, là, il y a l'îlot central et tout, et là, tu vois, il capte un peu moins bien. Mais ton frigo capte moins le Wi-Fi, c'est cool. Vois, il me dit aucune zone ne présente une mauvaise couverture Wi-Fi. Merci, bisous. Voilà, et attends, sachant qu'il est là-bas, entre ici, là, j'ai ma terrasse. Donc il y a un mur porteur et tout, tu vois, enfin, ça passe partout. Bref, c'était pour l'anecdote. Et on termine avec la dernière news. Dernière news, qui est Selfie Type, qui est un clavier sans clavier. Voilà, et on reste chez Samsung, puisque ça fait partie de son écosystème de start-up qu'il héberge au sein de son incubateur, qui s'appelle C-Lab. Et ils ont développé en fait un concept de clavier pour ton téléphone ou ta tablette, qui fonctionne avec, comme son nom l'indique, la caméra selfie. Mais... Donc tu poses ta tablette ou ton téléphone sur un support comme ça, et la caméra selfie, donc caméra frontale, se met en marche et reconnaît les mains que tu poses devant. Et en fait, tu tapes comme ça en l'air sur un clavier qui n'existe pas, un clavier virtuel, et ça va être traduit, donc il va reconnaître l'image de tes différents doigts, la distance, et où en fait tu as l'intention de taper par rapport à un clavier qui est dessiné sur l'écran de ton smartphone et qui correspond à la touche sur laquelle tu veux taper. Voilà, donc c'est un proto très avancé, c'est-à-dire que l'application existe déjà, elle n'est pas encore publiée, et les différentes vidéos, les différentes démos qu'on a pu voir sont assez bluffantes. Ouais. C'est assez impressionnant, puisque là, on connaît, donc les capteurs maintenant frontaux sont assez performants, on n'est que sur la reconnaissance d'image. Donc on n'est pas sur des capteurs de distance, comme on peut avoir sur les Face ID ou les trucs à la Kinect, on est vraiment sur la reconnaissance d'image. Mais ils peuvent reconnaître comme ça, par reconnaissance d'image et par IA, les différentes positions des doigts et les jointures, c'est ce qu'on voit ici, donc les phalanges, et du coup, où tu as l'intention de taper sur ton clavier.
Après, ce que je me disais, c'est que sans clavier, donc c'est quand même pas ouvert à tout le monde. Après, tu peux aussi juste imprimer sur un papier un clavier. Ouais. Et puis tu pourras avoir un truc comme taper ça, par-dessus. Ouais. Parce que c'est quand même... on se coupe d'une partie de la population sur ceux qui ne connaissent pas par cœur où se trouvent les touches du clavier. Mais en fait, tu l'as sur l'écran, c'est-à-dire que la disposition est affichée. Tu vois, tu l'as en bas. Et tu l'as sur l'autre aussi. C'est compliqué pour faire le lien. Tu veux dire. Là, t'as besoin de rien en fait. Tu peux taper sur n'importe quoi. Si t'es en déplacement, t'es dans l'avion, dans le train, t'as pas ta. Ouais, mais ça pourrait être la hausse de ton téléphone, par exemple. On sait rien. Pourquoi pas? C'est-à-dire que ça empêche pas de le faire. Ça rappelle les claviers infrarouges de l'époque. Exactement. Qui projetaient là le clavier. On voyait à moitié le clavier. T'avais un laser, c'est ça, un laser qui projetait sur un plan. Du coup, l'image du clavier, tu tapais dessus. Mais là, tu n'as besoin de aucun capteur complémentaire. Et a priori, ça serait compatible avec pas mal de smartphones existants. Ça, c'est plutôt cool. J'aimerais bien vraiment tester ça. Ouais, à tester. Après, je sais pas si c'est le genre de truc que j'utiliserais, tu vois. Ah, moi, non, parce qu'en fait, tu peux te poser sur une table et tout avec ton smartphone. En général, tu l'as dans la main, tu es dans les transports, tu réponds là. C'est ça. Je vois mal poser mon téléphone par terre dans le tram et dire attendez, bougez pas, je tape un message. Non, mais clavier Bluetooth, c'est vrai que c'est pratique aussi. Tu pourrais faire les deux, c'est-à-dire que tu peux taper sur ton smartphone. Ouais, tu peux mettre un support sur une tablette dans le train ou dans l'avion, tu le poses devant toi en fait. Ça n'empêche pas l'utiliser avec les 2 pouces. Non, mais bien sûr. Parce que quand tu tapes son smartphone, tu es avec 2 pouces maximum. Ou tu swipes si tu as un clavier qui swipe. Mais là, tu peux utiliser tes 10 doigts en fait pour taper. Pour ceux qui utilisent vraiment tous ces doigts et pas la gendarmerie nationale. Je vais me faire des copains ce soir. Mais arrête, t'as besoin de... Ouais, peut-être. Non, police, je vais aller voir la police. Ah, mais la police, il tape aussi à 2 doigts. Ouais, je sais. Bref. Et là, tu peux utiliser du coup tes 10 doigts pour taper là-dessus. Donc, je suis curieux de tester ça, voir comment ça réagit. Voilà. Si c'est performant, s'il n'y a pas trop d'erreurs derrière, et puis si ça marche plutôt bien. Voilà. Ouais. Ok. En tout cas, Selfie Type. Exactement. Et Samsung a prononcé aussi son projet Néon. Hein. Ouais. Mais on n'en parlera pas ce soir parce que c'est tellement bullshitesque. Voilà. Sa nouvelle race d'humains virtuels. On en parlera plutôt la semaine prochaine quand on saura un peu plus. Il commence à y avoir des tests et des démos qui sont ridicules. Donc ça valait pas trop le coup, je pense qu'on s'attarde dessus aujourd'hui en tout cas. Bon, on a terminé. Pour nous retrouver sur les internets, les comptes Twitter, donc pas dans l'ordre. Donc @Cédric Bonnet, c'est moi, @Chris c'est Christophe, et @Bertrand Inov, tout à droite. Moi je suis au milieu, c'est bon, c'est parfait. Toi t'es au milieu, c'est parfait évidemment. Aussi, si vous aimez l'émission et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est avec grand plaisir. Payez-nous un café, tipeee.com/stdrenegade. Pour 1 € par mois, vous pouvez nous soutenir. Chaque euro compte et c'est cool. Et si vous êtes abonné à Amazon Prime ou Twitch Prime, vous pouvez le faire également, comme ceux qui sont venus nous voir en live et qui l'ont fait. C'est ça. On remercie pour ça ceux qui sont marqués juste au-dessus de ma tête ici. Patate Bionique. Non, Patate Bionique, il a suivi la chaîne. Il a suivi la chaîne. Mais merci à lui. Merci à lui. Voilà. Et Ridge qui a suivi la chaîne aussi. Et Draxas 2, le retour aussi, qui a fait. Et si vous êtes abonné Freebox Delta, vous avez le Prime qui est offert avec votre abonnement. C'est vrai. Pas d'excuses. Et du coup, vous pouvez évidemment le lâcher chez nous. Ça aide la chaîne. Et si vous aimez l'émission, ça montre aussi que vous nous soutenez. Et sinon, studiorenegade.fr, je vous rappelle, les émissions sont gratuites, hein, donc il n'y a pas de souci. Studiorenegade.fr pour toutes les infos, les différentes émissions, le planning et tout ça, et aussi pour les infos pour nous soutenir si vous le souhaitez. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. J'étais en train de calculer est-ce qu'il y a un RGB à la place ou pas, mais non. Pas encore. Pas encore, voilà. La semaine prochaine, donc, pour le numéro 141, on reviendra sans doute un peu sur le CES et on parlera de Stadia et de Shadow, un petit comparatif que nous a préparé l'ami Bertrand ici présent. Donc on reviendra sur ça la semaine prochaine. Pour une fois, on fait du teasing pour l'épisode suivant. Allez. On va essayer de tenir. Ciao, ciao. Bye.